Bonjour. On va essayer d'enregistrer une vidéo sur la méthode du grand M. On se donne un programme linéaire et ce qu'on voudrait, c'est de déterminer, de le résoudre par la méthode du grand M. D'accord? Donc, comment procéder? Donc, c'est ça qu'on va voir ici. La première chose donc à faire, c'est d'écrire le programme sous forme standard pénalisée. D'accord? La forme standard pénalisée. Donc, il y a forme standard, il y a forme standard pénalisée. Alors, la forme standard, c'est quoi? C'est quand tu transformes un programme linéaire en un programme où il n'y a que des contraintes d'égalité. On ajoute des variables d'écart et on met l'égalité. Quand c'est une contrainte de type inférieur égal, tu ajoutes une variable d'écart positive. Quand c'est une contrainte de type supérieur égal, tu retranches une variable d'écart positive. Mais ici, nous, on s'adresse à la forme standard dite pénalisée. Quand on dit pénalisé, ça veut dire qu'il y a l'ajout de variables artificielles dans le programme et que ces variables artificielles doivent être pénalisées pour éviter qu'ils restent dans la base. Ok? Donc, pour écrire la forme standard pénalisée d'un programme, tu fais comme si tu écrivais la forme standard d'abord. Et ensuite, tu identifies les cas où tu devrais avoir une variable artificielle en plus. Alors, quand tu as une contrainte de type inférieur égal, il n'y a aucun problème là-bas. Quand tu as inférieur égal, tu ajoutes une variable d'écart et tu mets l'égalité. Quand tu as une autre, là aussi, c'était une contrainte de type inférieur égal, donc le programme, je le rappelle, je le montre à nouveau. On avait les deux premières contraintes sont des inférieurs égaux. Le troisième était supérieur. Bien. Les deux premiers étaient inférieurs, donc il faudra pour chacun ajouter une variable d'écart. Et tu mets l'égalité. On a ajouté x4 pour la première, on a mis égal 8. x5 pour la deuxième, et on a mis égal 3. Mais maintenant, pour le second membre, pour la troisième équation plutôt, je voulais dire, troisième contrainte, on retranche une variable d'écart. Ça, c'est pour les raisons de la forme standard. Maintenant, pour des raisons de base, pour pouvoir trouver une solution de base admissible à partir de l'origine, donc tu ajoutes une variable artificielle et tu mets l'égalité. Si c'était juste la forme standard qu'on avait demandé, qu'on devait faire, dans ce cas, moins x6 égale 5, finalement, serait la seule chose à faire. Mais ici, on ajoute plus x7. x7 est une variable artificielle. Elle n'est pas là pour la forme standard. Raison pour laquelle c'est une variable qui est artificielle. Donc, le programme qu'on écrit n'est équivalent, ou presque, que si on pénalise déjà. Donc, si on pénalise, comment on pénalise d'abord, ensuite on reviendra sur ça. Pour pénaliser, il faut mettre à la somme de toutes les variables artificielles, vous associez un coefficient, vous multipliez par là un grand coefficient. Maintenant, si c'est une maximisation, tu fais une très petite valeur, c'est-à-dire donc tu mets un moins sur le grand coefficient m. Ce m-là doit multiplier la somme des variables artificielles. Nous, ici, on a une seule variable artificielle qui est x7, donc j'ai seulement moins m x7. Si c'était une minimisation, dans ce cas, tu serais obligé de mettre un plus m x7. Donc, je parlais d'équivalence. Maintenant, le programme là, sous forme standard pénalisée qu'on a écrit, qui est un programme associé au programme linéaire de départ, n'est réellement équivalent au programme de départ que si, pour la résolution, bien sûr, en termes de résolution, que si, à la fin de la résolution, toutes les variables artificielles sont nulles. Autrement dit, x7 qu'on a ici devra être nul. Maintenant, on a mis toutes nos chances de notre côté pour qu'elles soient nulles en mettant un moins m, une très petite valeur, puisque quand tu maximises, les coefficients ou les coûts réduits qui sont privilégiés, c'est ceux qui sont positifs. Puis parmi ceux qui sont positifs, les plus grands.
d'accord, en mettant un moins m sur la variable artificielle, on s'attend à ce qu'il soit pénalisé de sorte que, d'accord, qu'il ne puisse pas être un candidat pour rester dans la base. Alors, ça c'est la fonction à pénaliser. À partir de là, on peut dire maintenant c'est quoi résoudre par la méthode du grand M un programme linéaire. On nous a demandé de résoudre ce programme-là linéaire par la méthode du grand M. Eh bien, résoudre ce programme linéaire par la méthode du grand M, c'est résoudre sa forme standard pénalisée par le simplex qu'on connaît déjà. D'accord? Donc, pour résoudre par la méthode du grand M le programme qu'on nous a donné, on va résoudre sa forme standard pénalisée qui est là, sous forme, d'accord, par le simplex. Bien. Bien, on va donc regarder la suite. Eh bien, que faut-il faire par la suite? Quand on a la fonction à pénaliser et qu'on sait qu'on doit le résoudre par le simplex, il faut déterminer une première solution, ce qu'on appelle une solution de base initiale. D'accord? Une solution de base initiale. Donc, cette solution de base initiale, comment on la détermine? Généralement, on utilise la technique de la détermination à l'origine, c'est-à-dire que tu mets les variables initiales à 0. Les variables initiales, c'est quoi? C'était les variables qui étaient dans ton programme avant que tu n'ajoutes que tu n'ajoutes les variables d'écart et les variables artificielles s'il y en a. Et ce qui est notre cas ici. Donc, x1, x2, x3, c'était les variables initiales. Tu les mets à 0. Ok? Mais en plus, maintenant, quand on a des situations où on a des variables artificielles, il faut aussi annuler les variables d'écart qui ont été retranchées. Alors, si on regarde notre forme standard pénalisée qu'on avait écrite, ici, tu avais moins x6. Ce moins x6 là, il faut donc mettre ce x6 à 0 parce qu'il est retranché. C'est une variable d'écart qui est retranchée. Bien. Une fois à 0, on détermine les autres variables. Tu as x4 qui devient égal à 8 parce que tu as annulé x1, x2, x3. x5 qui devient égal à 3 parce que tu as annulé x1, x2, x3. Et enfin, x7 qui prend 5 puisque tu as annulé x1, x2, x3 ainsi que la variable d'écart qui est retranchée qui est x6. Ce qui te donne ces résultats-là. Et quelle est la valeur de f qui correspond à cette solution? Tu remplaces tes solutions que tu as, d'accord, la solution initiale que tu as, dans la fonction et tu trouves la valeur. Tu as mis 0 sur x1, x2, x3. Mais x7 vaut 5, donc moins 5m. Bien, calcul des coûts réduits. C'est l'étape suivante. Il faut faire un calcul des coûts réduits. Parce que si c'était un simplex simple, il se trouve que ces coefficients-là seraient les coefficients directement à regarder qui vont correspondre directement au coût réduit de départ. Mais ce n'est plus le cas quand tu fais la méthode du grand M. Quand il y a des variables artificielles, il faut voir ça comme si les variables artificielles nous cachaient des informations. Tu as x7 ici qui est là, d'accord, qui, si tu l'exprimes en fonction des autres variables x1, x2, x3 ainsi que x6, ben, si tu remplaces ça dans la fonction ici, tu obtiens autre chose. Tu obtiens de nouveaux coefficients sur les variables x1, x2, etc. Et c'est ça les coûts réduits qui seront bien associés à ton programme, à ta solution de départ. Et donc, par conséquent, ici, on fait ce calcul-là, je remplace x7 et je trouve x7 égale 5 moins 3x1 plus 3x2 moins x3 plus x6. Je remplace dans la fonction f. Et on obtient
d'accord, moins m facteur de ça, et on calcule. Il suffit de calculer. 2 sur le x1, ainsi que ici, si tu distribues le moins m à l'intérieur, tu as 3m, x1, donc tu regroupes les coefficients qui sont de même, d'accord, de la même variable, x1, x2, x3, et ainsi de suite. Bien. L'étape suivante maintenant, c'est le tableau, c'est les tableaux, parce que là, tu as les coûts réduits maintenant. Le premier tableau simplex, tu remplis. Ça, donc, c'est le simplex déjà. Faire du simplex, c'est d'accord, dans le tableau du simplex. En haut, tu mets toutes les variables, x1 jusqu'à x7. D'accord, à ta gauche ici, tu mets les variables de base uniquement. D'accord, la base, c'est ça. Alors, pour revenir à ces notions de base, pour bien les identifier, quand tu as une solution de base initiale, la base, les variables hors base d'abord, sont les variables que tu as mis à 0 de manière volontaire. Et les variables, d'accord, les variables de base seront les autres variables, d'où x4, x5, x7. Ce qui signifie qu'il n'est pas dit que dans la solution de base, dans les variables, parmi les variables de base, tu ne peux pas avoir certaines valeurs qui sont nulles. Non. D'accord, donc, si par exemple x5 était nul, ce ne serait pas de notre faute. Ce serait parce que la contrainte aurait été 0 au lieu de 3, le second membre. Pourtant, pour autant, x5 serait toujours dans la base. Donc, il faut différencier les zéros qu'on obtient, d'accord, dans nos calculs, etc., avec les contraintes, et les zéros qu'on a mis volontairement. Ici, la technique consistait à mettre à 0 volontairement x5, x2, x3, c'est-à-dire les variables initiales, ainsi que la variable d'écart qui est retranchée, ou les variables d'écart retranchées. Et les autres, que tu les calcules. Donc voilà, donc il faut savoir identifier une solution de base. D'accord, les variables de base et les variables hors base. Donc les variables de base sont toujours celles qui seront donc dans cette partie gauche. On a z qui est notre f de x. Et on remplit le tableau. Pour remplir, tu remplis les contraintes. Tu fais comme si tu écrivais la forme matricielle de ton programme sous forme standard pénalisée dans le tableau. 1 pour x1, moins 1 pour x2, 2 pour x3, 1 pour x4, ce qui correspond à ta première contrainte ici, x1 moins x2 plus 2 x2, x3 plus x4 égale à 8, et le 8 aussi, voilà, sur la case, d'accord, des valeurs. Tu fais la même chose pour les contraintes 2 et 3. Maintenant, pour la fonction objectif aussi, 2 plus 3e, coût réduit de x1, moins 2 moins 3e, coût réduit de x2, ainsi de suite. Moins 5e, la valeur de z. Ok, on numérose nos lignes L1, L2, L3 et 4. Maintenant, avant d'avancer, tu dois savoir, on applique les règles des critères, dont les critères de Dantzig, qui entre, qui sort, qui va entrer dans la base, qui va sortir de la base. Comme tu es en train de maximiser, la variable qui va entrer dans la base, c'est la variable qui a le coût réduit le plus grand. Donc, parmi 2 plus 3m, moins 2 moins 3m, 3 plus m, moins m qui est là. Bon, d'ailleurs, déjà, d'accord, tu dois prendre parmi les variables qui sont hors base. Hein? Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de regarder x4, tu n'as pas besoin de regarder x5, tu n'as pas besoin de regarder x7, parce que ces variables-là sont déjà dans la base. Le principe, c'est de savoir parmi les variables qui sont hors base, celui qui doit entrer dans la base. Donc, tu as 2 plus 3m que tu dois comparer aux autres qui sont en base. Donc, c'est-à-dire x1, x2, x3, ainsi que x6. Donc, ici, 2 plus 3m est le plus grand. Parce que ici, il faut regarder par priorité des coefficients multiplicateurs du m d'abord. M est une valeur très grande qui est constante. D'accord, c'est une valeur très grande. Donc, quand tu dis 3 fois m et que tu dois comparer avec m lui-même pour x3, 3m est plus grand. Donc, le coefficient additif, c'est-à-dire le plus 3, ainsi que le plus 2 de l'autre, ne peuvent pas jouer un rôle pour montrer une différence, ne peuvent pas faire la différence.
Ouais. Puisque troisième, d'accord, sera très grand devant m, et donc l'ajout d'une constante, quelle qu'elle soit, hein, même si on t'avait dit plus 100, ça ne changera rien parce que m est d'une valeur très très grande. D'accord? Donc, 2 plus troisième serait plus grand. Bon, moins troisième, il n'y a même pas concurrence parce que moins troisième est donc très petit. Si tu avais deux coefficients qui ont d'accord, donc le même coefficient multiplicateur au niveau du m, dans ce cas, tu pourras regarder le coefficient additif pour faire la différence. Voilà, donc 2 plus troisième est donc le plus grand, et donc la variable qui doit entrer c'est x1. On n'indique pas une flèche que x1 entre dans la base. Maintenant, qui va sortir de la base? Qui va sortir de la base? Si x1 entre dans cette base, est-ce que c'est x4 qui sortira? Est-ce que c'est x5 qui sortira? Est-ce que c'est x7 qui sortira? Ben, on applique notre deuxième critère de Dantzig qui nous indique qu'il doit sortir. Le deuxième critère nous dit, tu calcules le minimum des rapports des coefficients, des valeurs de la base sur les coefficients qui sont sur la colonne qui doit entrer. Mais les coefficients qui sont sur la colonne qui doit entrer doivent être positifs strictement. Donc là, j'ai 8 sur 1 qui sera notre premier candidat pour x4. Donc x4 est un candidat. 3 sur moins 5, ça c'est pas bon parce que le coefficient n'est pas strictement positif. D'accord? C'est moins 5 qu'on a. Donc x5 n'est même pas un candidat pour sortir. x7, 5 sur 3, 8. Donc deuxième candidat, x7. Donc parmi les deux candidats, x4 et x7, celui qui a le minimum des rapports. Le premier me donne 8 sur 1, donc c'est 8. Le deuxième me donne 5 tiers. 5 tiers est plus petit que 8. Donc x7 doit sortir de la base. On n'indique pas une flèche. Donc la ligne qui sort, on l'appelle la ligne de pivot. La colonne qui est entrée tout à l'heure, qu'on a utilisée même pour savoir qu'elle doit sortir, d'accord, et la colonne qui entre. L'intersection de la colonne qui entre et de la ligne qui sort donne ce qu'on appelle le pivot. Donc ici, le pivot, c'est 3. On peut démarrer le tableau suivant, parce qu'on peut maintenant le remplir. Puisqu'on sait que x7, dans le tableau suivant, ne sera plus là-bas, mais qu'à sa place, il y aura x1. Bien. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne x1 ici. On met les numéros de ligne. L'1, L'2, L'3, L'4 pour dire que c'est les successeurs. D'accord? C'est les successeurs donc des lignes précédentes. On commence toujours par la ligne de pivot. Tu as L3, L3'. L3', c'est la ligne de pivot sur 3. C'est la formule toujours pour calculer la ligne de pivot, d'accord, son futur, sa ligne future. Donc L3' est égal à L3 divisé par 3. C'est L3 divisé en fait par, tu prends la ligne et tu le divises par son pivot. Et donc ce qui donne L3 sur 3. Les autres lignes, tu prends par exemple L'1. J'ai L1, l'ancienne ligne, auquel je retranche quelque chose. Je retranche quelle quantité? Je fais donc moins. Je dois prendre le coefficient. Je dois prendre le coefficient qu'il y a sur la colonne qui doit entrer. C'est donc 1. Bien sûr, on est sur la ligne 1, donc il ne faut pas regarder moins 5 ou ailleurs. Je suis sur la ligne L1. Donc L'1 égale L1 moins le coefficient qu'il y a sur la colonne qui entre. C'est moins, c'est 1. Donc j'ai moins 1. Multiplié par L'3, la nouvelle ligne de, d'accord, le successeur de la ligne de pivot que tu as calculé. Moins L'3. Par exemple, pour écrire L'2, j'ai L2 moins déjà le coefficient qu'il y a sur la colonne, c'est moins 5. Moins 5, ça te fait plus 5. Fois L'3 en nouveau. Etc. Pareil pour la ligne, d'accord, la dernière ligne, L4, c'est L4, c'est L4 moins. Le coefficient, c'est 2 plus 3e fois L'3. Maintenant, pour la case de la fonction objectif particulièrement,
tu dois changer le signe de l'opération qui est faite pour la ligne des coûts réduits. Cette ligne-là, L.4, tu as L4 moins 2 plus 3e L.3. Pour la case de F particulièrement, tu dois mettre L4 plus, donc le signe moins ici est changé en plus, 2 plus 3e L.3. Voilà. Maintenant, le reste, c'est un jeu de calcul. Hein. Tu calcules. Déjà, on commence par la ligne de pivot. Quand tu prends L.3, tu le calcules, parce que tu divises. Tu prends L3, tu divises par 3. Donc, 3 sur 3 te donne 1. Ce moins 3 là, ça te donne moins 1. Ici, tu as 1 sur 3, tu as 0, tu as 0, tu as moins 1 tiers et tu as 1 tiers. Ensuite, tu as 5 tiers. Ce 5 là devient 5 tiers. Maintenant, avant de calculer les autres, tu peux gagner du temps. Quel est le temps que tu peux gagner? Sur la colonne de pivot, le pivot devient toujours 1. Tu as vu 3, ça devient 1 ici. Parce qu'on le divise, on divise la ligne par le pivot. Donc, ça, d'accord, là, et le pivot appartient à la ligne. Donc, quand tu divises le pivot par lui-même, ça te fera 1. Mais sur cette colonne, tu as toujours que des zéros. Tu vois. Un autre avantage pour gagner du temps aussi, quand tu as des zéros sur la ligne de pivot, tu as 0, 0, tu reprends les colonnes comme elles étaient dans l'ancien tableau. Tu as 1, 0, 0, c'était ça qu'il y avait sur X4, sur cette verticale. Là aussi, tu avais 0, tu as L.3, il y a un 0, tu reprends la colonne X5, tu vois. Voilà. Maintenant, le reste, c'est un jeu de calcul, d'accord? Vous calculez, vous faites comme il faut, d'accord? Donc, pour ça, donc, allez voir les vidéos sur le simplex. Donc, je vous renvoie mes vidéos aussi sur le simplex. Ok, pour faire encore les détails. Ici, l'objectif était juste d'expliquer la méthode du grand terme. J'en ai même fait un peu plus pour revenir un peu sur les critères d'entrée et de sortie. Mais la seule différence, puisque la seule différence avec la méthode du simplex qu'on connaît, c'est uniquement, d'accord, à ce niveau-là, d'accord, quand on ajoute des variables artificielles et quand on doit les traiter, ok, pour avoir des coûts réduits, ok, etc. Maintenant, les étapes, j'avance. On est arrivé au dernier tableau ici, d'accord? Notre dernier tableau, c'est X5, il est composé des variables de base, X5, X6, X6, X5, X1, etc. Avec ces valeurs-là. Ok? Maintenant, avant de conclure, il faut déjà constater, c'est le dernier tableau, c'est bien le dernier tableau, parce que quand tu maximises, tu dois continuer le travail, les critères d'entrée et de sortie jusqu'à ce que tous les coûts réduits deviennent négatifs ou nuls, et c'est le cas. Il n'y a que des chiffres négatifs ici, et ou bien des valeurs de 0. Donc, c'est le critère d'arrêt, c'est un stop. Ça veut dire c'est le dernier tableau. Maintenant, pour savoir si tu as une solution optimale avec ce dernier tableau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vérifier est-ce que la variable d'écart est nulle. Est-ce que la variable d'écart est nulle? Artificielle, je veux dire, excusez-moi. Est-ce que la variable artificielle est nulle? Bon, tu constates déjà que la variable artificielle n'est pas dans la base. Ici, c'est la base. Et quand on n'est pas dans la base, on vaut 0 parce qu'on est devenu hors base. X7 étant donc hors base, parce qu'il n'est pas dans cette zone de base, et donc nul. Et donc, on a les informations qu'il nous faut. On a les critères qu'il nous faut pour savoir si on a une solution optimale du programme de départ. C'est-à-dire, ce programme-là. Donc, on a bien une solution. Et donc, la solution optimale, on peut la donner. X1 étoile vaut 8. Parce que X1 est dans la base. X2 étoile, c'est 0 parce que X2 n'est pas dans la base, ni X3 qui vaut aussi 0. Et f de X étoile, la valeur optimale qu'on atteint, c'est 16. On a 16. Ok? Voilà donc pour une forme standard, pour une méthode du grand terme. D'accord? Comment s'en sortir avec la méthode donc du grand terme.